Bonne Ça année, les fait gars. et bonne Bonjour année, à Bonne année. tous. Bonjour, bonne année. ouais, Un peu d'enthousiasme, les gars, Bonne pour année. te oui, ça va, mais il y a du monde là. aujourd'hui, Il y a du c'est monde. bien. Ça, c'est les fêtes, ça ramène des gens, ça. En général, C'est dès quand tu dis même la précède. buffet à volonté, là, ça y est, ça mange, hein. On a tous bien mangé. J'espère qu'il y a pas des malades, mais content d'être avec vous sur ce call, les gars. Bon, également merci Et à tous, également, merci, Théo, à Mohamed. J'ai pas tout le nom de famille, il m'échappe encore. Lamrid, Mohamed Lamrid. Mohamed Lamrid, Mohamed Benfio et Clément Hooker, étaient déjà venus il y a quelques semaines et ça s'est plutôt bien passé et du coup, on reproduit ça, avec Sébastien. Merci, pour cette initiative en tout cas et merci pour votre disponibilité. Et ben, sans plus attendre, on va poursuivre avec les 2 gros sujets, qu'on va aborder pour cette émission et qui sont consacrés à l'année 2025. Je te laisse, Sébastien, nous présenter ces sujets, puis l'idée, c'est d'en discuter. et, et ben pour démarrer, on peut démarrer on peut dire que c'est le premier épisode de la saison 2 de Déclic IT. Ça fait maintenant, ça y est, on a passé la date d'anniversaire. Donc, C'est clair. pour ce premier épisode de saison 2, premier sujet, donc très porté sur le janvier, hein, donc l'avenir du métier du consultant Salesforce en 2025. Petit topo sur le statut du marché, que ce soit côté partenaire ou cabinet de recrutement. On va s'essayer, si vous êtes d'humeur, à faire quelques prédictions et synthétiser tout ça, on va mettre ça en corrélation avec l'IA et Agentforce. Qu'est-ce que ça va impliquer pour nos métiers? Et le deuxième gros axe, un axe un peu plus décontracté et je pense qui va servir plus les consultants vraiment en direct. Comment naviguer dans la carrière Salesforce aujourd'hui? Donc, ces défis, l'importance de la transparence, que ce soit dans les process de recrutement ou bien envers ses clients. Un débat enflammé, si on a le temps, sur les certifications avant ou après projet. Et donc, voilà, quoi mettre en avant en termes de spécialité et profil, si vous voulez bien vous caser sur ce marché en pleine révolution. Est-ce que ça vous va? Parfait, Nickel. c'est tout bon. OK. Eh bien, Bon, quel est notre avenir vas-y. pour cette année? Ah, ouf, ouf. On peut commencer. Concrètement, Clément? Ouais, justement. non, Freestyle. non, concrètement, il y a des gros shifts de marché qui sont en train de se mettre en place. C'est pas forcément, c'est forcément dans la même tendance qu'il y avait en 2024. Aujourd'hui, je dirais que l'essence d'un consultant, elle est pas forcément exclusivement sur sa compétence technique, parce que à terme de ce qu'on est en train de voir avec Marc Benioff qui dit que il aimerait ne plus recruter d'ingénieurs, etc. Je me dis que la vraie valeur et la force d'un consultant, elle n'est pas dans sa maîtrise technique de la solution, mais c'est plutôt dans sa faculté à comprendre les problématiques qu'il a en face de lui et de pouvoir les résoudre avec un regard en fait d'humain. Concrètement, on peut dire ce qu'on veut, mais l'IA aujourd'hui, il faut voir ça comme un outil qui va aider les meilleurs consultants dans leur travail. Elle va remplacer, je pense, certaines catégories qui sont peut-être pas forcément nécessaires ou il n'y a pas forcément besoin d'humain derrière comme un développeur pur et dur. Donc ça peut être assez inquiétant, mais je pense que ça va aussi créer, c'est une destruction créative, ça va créer un emploi. Non, qui c'est qui va mentorer l'IA, qui c'est qui va apprendre à l'IA à faire. Donc faut voir les choses des deux côtés. Mais pour revenir à ce que disait Marc Benioff, je dirais que on aurait peut-être moins besoin de développeurs, on aurait plus besoin de personnes qui vont encadrer l'IA qui va développer. Et dans le business, les consultants vont devoir redoubler d'efforts pour vraiment comprendre les enjeux et avoir une vraie approche humaine en fait sur les problèmes. Ce qu'on attend en face de nous, c'est quelqu'un qui va nous aider à répondre à ces questions auxquelles on a pas forcément de réponse. Et je pense que même si ça peut être inquiétant vis-à-vis de certaines personnes et d'un point de vue perte de job, concrètement, je suis persuadé que derrière, il y a du positif, il y aura des jobs qui seront créés, c'est juste un changement de visualisation, de filtre. Concrètement, c'est ça que j'estime qui va se passer sur cette année 2025. Donc, Écoute, je suppression pense que et tu estimes recréation bien. de jobs. Bah, écoute, ça recoupe un peu ce que j'avais lu sur un article que j'ai aperçu ce matin, que je commençais à lire. Un article, c'est carrément un dossier sur euh, l'état actuel du marché de l'emploi, notamment dans l'IT. C'est une étude américaine. Faut voir si
à quel point elle peut être retransposée au contexte français, mais qui indique qu'il y aura des 80 millions de métiers qui seront supprimés, 120 millions qui seront créés. Simplement, mais enfin, ça reste tout de même assez vague dans la mesure où ça reste des prévisions. Mais on n'a encore aucune idée précise des métiers ou des expertises qui seront demandées au cours de l'année 2025 ou des années suivantes. Mais en tout cas, il y a cette même approche. Il y aura certes une énorme destruction d'emplois, mais aussi l'émergence de plusieurs opportunités d'emploi finalement. Et là où finalement l'impact sera assez violent d'un point de vue social, surtout parce que forcément, quand on parle de résistance au changement, ça reste pas simplement une théorie. Dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une entreprise en tout cas, on s'adresse à des personnes qui sont seniors, qui ont déjà un certain background. Quand il s'agit de venir les former à un nouvel outil ou à, ou à certains, ou à certains process, on a tendance à recevoir de la part de certains profils des résistances Mmh. pour adopter cette solution-là. Et c'est ce temps-là, finalement, de résistance au changement qui sera le plus difficile à passer, je pense, pour de l'année suivante. Cette année-là, on va encore en bouffer du terme de agent AI, que ce soit Ouais. auprès de Salesforce, mais également d'autres sociétés basées dans l'IT. Mais voilà, clairement, sur ce point-là, je suis assez d'accord. On sait qu'il y aura beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'opportunités d'emploi, mais on n'a aucune visibilité, en tout cas sur ces emplois-là. Et cette transition-là sera très difficile à mener, en tout cas en Mais France. Peut-être que et dans les vous, pays anglo-saxons, ils auront un peu plus de facilité. vous voyez déjà, vous, un impact sur les typologies d'offres que vous voyez passer? Non, justement, pas encore. En soi, je dirais que c'est pas forcément dans les typologies d'offres, mais ce qu'on a remarqué, avec mon associé sur le recrutement pur et dur. Si je compare à une année, par exemple 2020 ou 2021, aujourd'hui, hem, on a beau avoir des clients en rendez-vous, on va négocier avec eux, on va signer les contrats pour officiellement les accompagner et je dirais que un cas sur 3, le projet il aboutit pas ou, il y a un report ou, au final on n'a pas besoin. Qui était beaucoup plus sûr avant. Avant, mais il y a 2 3 ans, quand on s'engageait sur un rendez-vous avec un client, on était quasiment sûr à qua allez 90 du temps de pouvoir signer, de pouvoir accompagner ce client. Aujourd'hui, même avec, des rendez-vous, il y a certains projets qui tombent un peu à l'eau du jour au lendemain sans trop d'explications. Donc je dirais que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'un point de vue recrutement, d'avoir des projets qui sont tangibles, sur lesquels on sait que voilà, ça va aller jusqu'au bout et ça, c'est valable autant sur, freelance que CDI. C'est vraiment la vraie tendance qu'on a remarquée sur l'année 2024, c'était Moi, j'ai une petite question par rapport à ça, même si je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur Benioff, qui recrutait plus d'ingénieurs logiciels, malgré que sur le site de Salesforce, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour recruter des ingénieurs logiciels. C'était plus le business Salesforce en 2024, c'est comment, et 2025, comment il est, parce que ça va avoir un impact sur le recrutement, sur les freelances, sur les missions. Il va se dégrader? Est-ce qu'il est en bonne santé? 2025, c'est comment sur le business Salesforce? Alors, j'ai discuté avec plusieurs, ESN. Sur 2024, il y avait, une mode à la «restriction» entre guillemets des squads sur les projets, chez des gros clients. Il y a quelques projets, par exemple, pas citer de nom, mais Renault, où on a eu des équipes qui sont passées de peut-être, 6 à 7 ETP à 2 ou 3. Donc on partait plus sur, une réduction des effectifs et avoir, dans l'équipe restante des couteaux suisses, chefs de projet techniques, architectes qui étaient capables de prendre 2 ou 3 postes en un. Donc c'est arrivé sur 2 ou 3 projets où j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui travaillait chez Capgemini et assez récemment, j'ai eu une autre discussion avec une OSN. Bon, vu que c'est trop récent, je préfère pas trop donner de nom, mais en gros, en termes de tendance, on était plutôt, une tendance au niveau de la partie data en tant que telle, donc avec, Data Cloud et Agentforce sur la partie IA et peut-être un peu moins sur du Core Cloud, classique. Mine de rien, je pense que Salesforce a de beaux jours devant lui. Concrètement, je suis pas aussi impressionné que ce que j'aurais pu le croire. Data Cloud n'a pas eu un effet, encore escompté par rapport au ce relent de mode et à l'adoption de Salesforce et cetera. Par contre,
Agentforce, ils ont été très intelligents de se positionner en amont par rapport à ça et d'être la première entreprise mondiale à investir sur l'IA. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va remettre, entre guillemets, à la mode et va créer de la croissance pour Salesforce en 2025. Je suis assez confiant sur ça par contre. Autant Data Cloud, je vois les possibilités, je vois ce que c'est capable de faire et je suis assez excité de voir comment ça peut changer le business. Mais concrètement, ce qui risque de changer le business pour Salesforce, c'est Agentforce. J'en suis persuadé. Donc en France, tu penses qu'il y aura une bonne adoption de l'intégration d'Agentforce dans les business qui ont déjà Salesforce pour 2025, c'est ça? Et je pense que ça va encore prendre du temps. Ça va pas s'implémenter du jour au lendemain. Mais pour te donner un exemple, j'ai eu un client dans la fintech qui m'a dit: «Bah, voilà, je veux qu'on soit les premiers à mettre en place Agentforce». C'est pas la première fois que je l'entends. Donc il y a une vraie, ambition d'un point de vue même client de se dire: «Ah bah tiens, on est les premiers à mettre en place l'IA, avec Salesforce. Ah bah tiens, on est novateur par rapport à ça». Donc il y a ce sujet où les gens ont vraiment envie de prendre les devants pour, entre guillemets, être les premiers, une sorte de compétition sur, quel va poser le pied sur la lune le premier. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le vois et du coup, c'est qui aura, son Agentforce prêt à démarrer, le plus rapidement possible, le plus efficace possible. Donc c'est un peu l'avis que j'ai. Je suis assez confiant sur Agentforce. Data Cloud, ça devrait suivre. Clairement, l'ère est à l'innovation pardon, sur 2025 pour Salesforce. C'est bizarre parce qu'en général, les gens, ils sont un peu frileux de tester les nouveaux trucs en premier. Je regarde le voisin, se prendre le mur d'abord et après j'y vais. C'est vrai, mais après, voilà, c'est un cas d'école que j'ai eu sur peut-être un ou deux clients. Donc, c'est pas une généralité. Et il y a encore plein de gens qui savent pas trop enfin, sur quel pied danser. Donc, on peut pas prendre ce constat et l'appliquer à l'ensemble. Mais je trouvais que c'était des indicateurs qui étaient quand même assez intéressants de prendre en compte parce que je savais pas en fait que les clients se mettaient déjà dans ce mindset de course à l'IA avec Agentforce. D'ailleurs, il y a un truc, je pense que Clément, tu vas kiffer parce que j'ai vu une offre d'emploi. Toi qui es un peu collectionneur des offres pépites, j'ai vu une offre qui demandait un expert Agentforce. Ce truc, il est sorti Oui, il y a d'accord. quelques semaines, Ok. mais je veux un expert. Je veux 6 ans d'expérience hands-on. Je veux mon expert. C'est Ridicule. comme avoir des alternants seniors. Et si Ouais. on demande, on veut tout. Mais non, mais blague à part, il n'y a pas d'expert, hein. Il n'y a pas d'expert. En IA, par contre, il y en a qui, il y a, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez vieux. Je pense que Mohamed, il a Oui. plein de billes là-dessus. Mhm. Mais l'IA, et même le cloud, c'est des sujets qui sont vieux. Mais c'est juste qu'il y a un rebranding derrière qui est fait. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à sortir un peu que maintenant. On a l'impression que c'est super récent, mais ça l'est pas forcément. Ouais, bah, il y a cette hype, mais même Aziz et Seb, ils sont à fond dans le sujet. Mais il y a une hype qui s'est créée avec OpenAI qui a mis à disposition ChatGPT au monde des mortels. Et là, ça a tout pété. Donc oui, c'est assez ancien sur l'IA. Et il y a ce côté marketing qui est utilisé. Tu vois, les VC avant, ils étaient dans la crypto. Maintenant, tu mets de l'IA dans ton truc, c'est bon, hein. On Ah investit, oui. tu vois. Et vous vous avez eu des sujets ou des clients qui vous ont dit, bah, on aimerait implémenter Agentforce, on l'a déjà fait, les premiers mêmes avis, positifs, négatifs, c'est quoi un peu vos retours si vous en avez? Moi, de mon côté, j'ai eu qu'un seul, ça va être très rapide, j'ai eu qu'un seul retour d'un ancien d'un collègue qui travaille, d'une personne avec laquelle je travaillais, qui travaillait dans une entreprise cliente il y a quelques années de ça, et qui allait justement s'attaquer à une phase intégration intelligence artificielle au cours de l'année 2025. Et ce n'est pas, à aucun moment, il a évoqué Agentforce de Salesforce. Apparemment, ce serait une autre technologie. Je lui ai demandé de creuser à ce moment-là, et ben, il n'a pas pu me donner plus d'éléments, parce qu'il n'avait pas les éléments à sa disposition. Ça m'a surpris de savoir que voilà, c'est une société qui est quand même qui travaille sur Salesforce et qui a un environnement Salesforce implémenté depuis une quinzaine d'années déjà. Et le fait de s'orienter vers une solution IA qui ne soit pas nécessairement Agentforce, ça m'interroge. Et c'est intéressant dans le même temps. Donc voilà, c'est le seul retour que j'ai eu concrètement. Et vous, Théo, Mohamed, vous en avez eu des retours de projets? Mohamed Théo, vas-y. plus, s'il est sur une plus grosse structure. Mais enfin, alors lequel de Mohamed, je pensais à Bentrio, mais moi, typiquement, C'est non, le j'ai fameux pas eu Bentrio. ce retour-là. Donc, j'attends sa réponse pour pouvoir rebondir dessus. Ouais, moi, c'est vrai que
il y a deux choses. Je sais pas si je dois parler du client actuel pour lequel je travaille, mais sur d'autres structures, souvent, les grands comptes, quand ils vont cocher la case IA, c'est plus par, comment dire, par politique, on va dire, interne, de dire, bah voilà, notre service, il n'est pas à la ramasse, faut qu'on s'y mette. On va pas se mentir. C'est très rarement des gens qui se disent, on voit vraiment l'intérêt, la valeur métier directement et on y va. C'est d'abord, on veut briller, montrer qu'on avance, qu'on a la pointe de l'innovation, et ensuite on se rend compte, au fur et à mesure des cas d'usage, que on peut avoir des avantages ou non. Donc je trouve que le chemin il se fait plutôt dans ce sens-là. Tu as pas mal de personnes qui se posent encore la question de comment est-ce que la donnée elle est traitée, où est-ce que la donnée est stockée, etc. Donc les aspects sécurité, c'est quand même hyper important pour eux. Et t'en as quand même qui restreignent, tu vois, les accès à ChatGPT ou autre, et qui développent leur propre IA entre guillemets interne avec des moteurs sur lesquels ils ont eux la main, puis ils autorisent leurs salariés à partager, tu vois, des fichiers. Parce que mine de rien, t'as toujours l'exemple de la personne qui va aller pas uploader un fichier confidentiel, demander à, tu vois, optimiser les choses, etc. Pour la personne, elle le fait de façon instinctive, intuitive, elle se dit pas que potentiellement ces données, elles vont alimenter des modèles et se retrouver dans d'autres, exploitées par d'autres personnes. Donc, je trouve que voilà, l'objectif, c'est vraiment de dire, on développe l'IA en interne, on a des modèles sur lesquels on sensibilise les salariés, et après, on l'ouvre, tu vois, à un plus grand nombre. L'avantage qu'il y a avec les solutions Salesforce, c'est qu'il y a des équipes qui sont dédiées. Tu vois, un account exécutif ou un solution engineer, il va, entre guillemets, pas te forcer la main, mais il va t'aider à te projeter. Et donc, je trouve que la décision d'achat, elle est peut-être plus courte dès lors que tu as un SI qui vient, qui te montre les apports dans ton contexte projet. Le chef de projet ou même le sponsor du projet, il va se dire, regardez, c'est génial, on peut résumer des cases, on peut rédiger des emails contextualisés, on peut identifier les opportunités plus vite, etc. Et les gens, ils y vont. Donc c'est vraiment deux tendances, tu vois. Tu as ceux qui sont un peu réfractaires sur les aspects sécurité, etc. et qui prennent le temps quand même de creuser. Et tu as ceux qui y vont et qui n'ont pas le temps, tu vois. Enfin, c'est vraiment la vision que j'ai, tu vois, des clients que j'ai pu voir sur le fait. C'était des gros clients, des grosses structures ou des petites qui ont commencé à Ouais, implémenter ça en interne? généralement, c'est des clients, sans parler de taille, c'est des clients qui ont des budgets. Donc, tu vois, dans des secteurs type assurance, finance, etc., ils ont le budget pour se permettre, tu vois, de mettre leur vie là-dessus. Mais c'est vrai que l'aspect, tu vois, change et éducation, je trouve, il est pas suffisamment développé parce que là, tout ce qu'on se voit, c'est du marketing en mode c'est génial, mais on prend pas le temps, tu vois, d'analyser les choses. Et c'est là où tu as des structures qui vont un peu à reculons et qui prennent le temps. T'en as qui vont à fond, quoi. Et j'avais vu ça aussi par rapport à la mise en avant de Agentforce, Salesforce voulait recruter, je crois, un truc comme 2000 ou 3000 commerciaux dans les prochains mois pour justement pousser les gens à... En fait, je pense que les premiers acteurs du change, clairement, ça va être Salesforce, avec les équipes commerciales qui vont essayer d'aller chercher les clients, d'aller passer sur tous les deals et même l'inciter, tu vois, avec, je sais pas, des offres super alléchantes côté prix pour mettre en place l'IA. Parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion aussi de voir le modèle de financement derrière l'IA. Vous avez un avis sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? C'est quoi votre avis sur la question? Alors Bah, déjà, si on peut rappeler ce modèle de ah, financement, ce sera intéressant pour, parce que moi, de mon côté, je ne maîtrise pas totalement et je pense que ce sera aussi Ok. intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors, si je dis pas de bêtises, allez Mohamed, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que c'est un système de rémunération à la requête. En fonction des questions que tu vas poser sur la partie IA, dès que tu poses une question, ça va te coûter quelque chose et il me semble que c'est un truc comme 1 ou 2 dollars la requête. 2 $, la conversation. C'est 2 $ par conversation, Ouais, c'est je crois, ça, dans mes c'est Ouais, souvenirs. ouais, ouais, c'est c'est sûr. ça. Voilà. Par conversation, par requête envoyée. Conversation. Conversation. Non, mais Donc, est-ce Ok. que, et j'ai une autre question par rapport à ça, est-ce que il prend en compte euh, euh, tout le sujet jusqu'à la fin de la conversation? Comment on arrive un peu à cet aspect de début, fin, qui met les bases par rapport à ça? Vous avez des questions là-dessus? Enfin, des sujets? Moi, me concernant sur le détail, je pense qu'on a tous la même information sur le 2 $ conversation. Après, est-ce que c'est trop cher? Moi, personnellement, je serais gérant d'entreprise.
déjà, mon prérequis, ça serait de bien maîtriser mon process, tu vois, d'identifier où est-ce que l'IA va s'intégrer, parce que tu vas pas mettre de l'IA de partout. Et après, le trop cher, je le définirais par bah, à quel moment dans mon process l'IA va avoir une valeur ajoutée et surtout va me permettre de réduire mes coûts, parce que l'objectif derrière, c'est de réduire des clients qui ont une maturité et un recul sur leur process. Je vais pas critiquer les clients qu'on a sur le marché, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Et après, sur la définition de ce que c'est trop cher, pas si cher, si vraiment ça te permet, tu vois, des gains de productivité et de réduire tes coûts, là, pour le coup, ça vaut le coup. Par contre, si c'est juste, voilà, on veut démontrer que technologiquement, on est en avance, etc., je suis pas sûr que, tu vois, quand tu vas faire ton fin d'année, tu vas identifier le coût des conversations ou même le coût de mise en œuvre, parce que ça, on l'oublie aussi, mais tu as du coût de mise en œuvre, tu as des coûts de change, tu as des coûts d'acculturation un peu de tes équipes. Ah, c'est qu'en fin d'année, je pense, où tu pourras avoir le recul de dire est-ce que ça valait la peine ou pas. Mais Donc, dans ce que tu dis, en fait, c'est se dire, bah, le profil client, c'est le gars qui est submergé de messages et il faut répondre en tac au tac pour une qualité de service. On a une question et une réponse aussitôt. Avec un agent, si on paye 2 $ la conversation, le gars, il a un accès en libre service à sa réponse en temps réel. Donc, on lui donne une réponse et on résout l'affaire très rapidement. VS, une personne réelle qui prend la requête 3 minutes, qui vérifie le dossier et qui va questionner, chercher le truc, comprendre ce qu'il dit et lui donner. Ça prend plus de temps et ça peut aller en niveau 2, 3 pour des choses simples. Donc oui, comme tu as dit, c'est un process. Et d'ailleurs, comme Data Cloud, ça peut vite partir l'argent si tu n'as pas les bons process. Et l'IA, c'est carrément pareil, quoi. Et d'ailleurs, il y a enfin, Salesforce a mis sur son site un ROI calculator où en gros, tu renseignes un peu, par exemple, le nombre d'employés, ce que ça coûte à peu près par employé, etc. Et en fait, du coup, ça te sort une matrice où tu vois à peu près le ROI que tu pourrais sortir avec l'IA et le temps gagné par équipe. Donc, si vous voulez, je vous le mets dans la conversation. Je crois que je peux le retrouver. Mais ça, c'est un autre outil pour pouvoir facilement, je pense, calculer ou avoir une vision un peu macro du chiffrage, quoi. Super intéressant. Et je pense, enfin, le ROI va clairement dépendre aussi des fonctions vers lesquelles on va mettre en place les agents. Concrètement, je pense que c'est difficile de mettre le retour sur investissement, enfin, de comparer les retours sur investissement entre une fonction A et une fonction B. Concrètement, entre une équipe de scientifiques et une équipe de SAV support, je dirais, deux sons de cloche différents. Donc, ça doit être quand même assez difficile à estimer. Mais je savais pas qu'il y avait un indicateur comme ça. Donc, je suis bien curieux d'avoir le lien. On pourra le mettre, je pense, dans les commentaires en podcast. Je pense qu'il y en a plus d'un qui serait curieux de savoir à peu près Mais à combien de pourcents. est-ce que vous avez pensé à ça justement? Bah moi, je suis concurrent. Bah imaginons, demain, Bah on oui. a L'Oréal, qui, on le sait, dans le marché, qui se la pète. Moi, je suis le premier à avoir implémenté Agentforce. Très bien. Je suis concurrent de L'Oréal. Et ben, je vais envoyer des bots pour spammer le service après-vente pour flinguer le budget. C'était ma première réaction Bah directe. oui, bah oui. C'est le monde J'y de avais brut, pas hein. pensé, mais Aussitôt, c'est j'ai vrai. pensé à ça. Euh, Mais c'est des questions où ils vont penser à, tu vois, je pense à sécuriser. On dit ça, c'est tellement logique pour nous. Toi, tu tiltes, tu dis, bah, ouais, je vais mais comment détruire la tu fais pour concurrence, sécuriser? je vais Parce que, fumer son ouais, budget. parce que oui, si ou tu ça fais peut être, tu vois, parcimonie, tu vois, évidemment, si là, t'as une grosse attaque, c'est grillé. Et d'après, tu t'auras Bah, avec Salesforce. Mais je sais pas s'il identifie le client. C'est-à-dire que si toi, tu vas pas connaître les clients de ton concurrent, bah, ça va être dur de viser juste comment c'est comptabilisé. C'est à toi de mettre tous ces garde-fous. Et c'est la question bah, de la sécurité, plein de questionnements. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est un truc, si tu veux cramer le budget du concurrent, tu y vas en mais, ferme à clic, en mais j'y bot, pensais, tu vois, dans ce que tu dis, en termes de garde-fou, pourquoi tout à l'heure je parlais de process, de dire, bah, tu vois, si tu arrives à identifier ton client en mode connecté et que, tu vois, c'est ton client qui a vraiment un compte sur ton instance, etc., là, ça fait peut-être sens. Si on parle d'ouvrir les vannes un peu à tout le monde, bah là, c'est un peu plus complexe. ouais, C'est mais pour c'est ça que je facile parlais de se vraiment faire de un faux process client, et un de faux voir client. où tu as la valeur ajoutée qui se met. Bah, c'est dans un process intégré avec tes clients actuels. En tout cas, moi, tu vois, si j'avais une boîte, je le privilégierais Ouais, sur la partie client et la partie prospect, etc. Je dis pas que je m'en ferais, mais je le ferais dans un deuxième temps, tu vois.
Ouais. C'est- Après, C'est c'est il est à facile de se tac au faire un tac, faux il a dit, je vais client. créer des faux Bah Mais collègues, oui, c'est clairement, bon. c'est facile. je pense que Salesforce a dû 1000 dollars. penser à cette éventualité, à des Non, éventualités non, 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 malveillantes. non, excuse-moi, Aziz, on va couper court. Aziz, c'est que tu sais très bien, on est libre dans ce podcast, parce qu'on sait tous que Salesforce ne pense qu'à empocher. On le sait. Arrête de faire ça. Ça reste une entreprise. Enfin, c'est à la base même d'une entreprise, c'est de chercher le profit et de maximiser le profit. Non, moi, derrière, j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de pragmatisme de la part euh, euh, des consultants qui commencent à essayer de s'approprier le sujet de l'IA, comme nous, mais également de la part des entreprises. En vous écoutant, j'ai l'impression que finalement, les entreprises, elles ont une sorte de pression de l'IA et qui veulent absolument se lancer dedans, quitte à ne pas être préparés à ça, quitte à ne pas préparer leurs données notamment. Et dans le même temps, les consultants qui sont loin d'être experts dans le domaine, mais qui ont faim, quoi, et qui veulent apprendre et qui veulent en même temps s'affirmer dans ce sujet-là, n'auront pas forcément solution à tout auprès des entreprises. Donc à un moment donné, il viendra un moment où j'ai l'impression que on se retrouvera avec pas mal de projets d'implémentation Agent Force catastrophiques. Parce que mal organisé, parce que, c'était un faux départ, ou parce que l'entreprise n'avait pas anticipé sur le budget. Ça peut être tout un tas de raisons. Ouais, j'ai l'impression que cette course-là, elle va nous mener à pas mal d'effets. Bah, Mais comme Mais pour le une on a tous sujet fait, manufacture, hein. aussi, on a tous fait le de la sujet TMA aussi, c'est ici. que... Ouais, Ah, vas-y, voilà. pardon, vas-y. Ouais. Ouais, il y a trop de monde. Mais je me dis, tu vois, si tu es Salesforce et que tu veux euh, lancer un produit et que tu veux que ça soit amazing, bah, tu n'as vraiment pas intérêt de foirer les sujets. Donc, je pense que vraiment, les trois quarts des premiers projets Agentforce qui vont sortir, ça va venir de Salesforce direct. Il n'y aura pas forcément de partenaires externes ou quoi. Le but, c'est eux, ils veulent se sécuriser au maximum, dire, OK, les gars, voilà, ça marche. Ils vont pas prendre le risque de mettre des gens pour l'implémenter qui n'ont pas vraiment le recul là-dessus. Donc, je pense qu'ils vont faire vraiment attention et avoir des gars à chaque fois, des artis avec un gros background en IA pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur côté mise en place. Parce que bah, voilà, ça peut cramer le bébé dans la fin. Concrètement, c'est ça aussi. Bon, les gars, on a l'heure défile beaucoup, l'heure défile vite. Est-ce que on peut juste en une phrase faire, parce on est déjà parti sur l'IA, parce que voilà, c'est le sujet chaud du moment. Est-ce que en une phrase, chacun là, parce que dans vos boîtes respectives, on peut faire le fameux statut du marché actuel, donc pour les Salesforce Partners. Donc, est-ce que vous voyez que vous recrutez plus ou moins, ou alors faire quel type de poste? Et puis, pareil pour partenaires et puis pour recrutement, est-ce que vous voyez des choses qui ont bougé? Moi, je veux bien Pour y aller. 2024, tu Yes. parles? En fait, la grosse tendance qui se dégage, on sait tous qu'il va y a une transition à un moment donné. Est-ce que comparé à quand vous avez commencé, ou alors même il y a 3 mois de ça, est-ce qu'il y a un truc qui a bougé chez vous, question recrutement? Je veux bien y aller. Ce sera peut-être pas en une phrase, mais moi, je retiens 3 points. Par rapport à quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé en 2017. Je trouve qu'il y a moins d'opportunités pour les juniors parce que le marché, il arrive à maturité sur certaines solutions. On parle de sales, service, etc. Même sur du marketing, que j'ai pas mal de gens, moi, qui m'ont contacté en mode ouais, j'aimerais bien me lancer sur Marketing Cloud, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de clients. Bah, j'ai ressenti en tout cas sur ces dernières années un essoufflement un peu de ces solutions. Donc, c'est plus compliqué pour les juniors. Côté partenaire, bah, ils ont une feuille de route qui est un peu dictée par le partenariat avec Salesforce. En gros, faut que tu coches les cases, que tu sois entre Data Cloud. guillemets bien vu de l'éditeur, donc Data Cloud, IA, CRM. Enfin, j'ai l'impression que les propositions de valeur, tu vois, elles sont plus ou moins les mêmes entre chaque partenaire. Troisième tendance, côté ESN, j'ai l'impression qu'il y a une communication en gros où on te dit le consultant maintenant il doit entre guillemets vivre avec son temps, utiliser les solutions d'IA pour, on parle beaucoup de consultants augmentés, c'est-à-dire j'utilise les solutions d'IA pour gagner du temps dans mes activités. Donc j'ai l'impression que tu vois ces trois, enfin moi en tout cas je retiens ces 3 points. Plus compliqué pour les juniors, des partenaires qui se basent un peu sur la feuille de route de Salesforce et qui s'alignent, et des ESN qui essayent d'optimiser en se disant on prend des consultants seniors à confirmer, on les aide via des outils d'IA à faire plus, mais à faire mieux entre guillemets via des solutions tu vois, technologiques type IA ou autre. Comme ça en tout cas je le vois, et le marché
Ouais, je pense qu'il va tendre vers ça. Mohamed, il a fait toutes nos phrases, hein. Ouais, Euh, parce qu'il y J'ai a rien tout d'autre à pareil. rajouter, merci. Parce que lui, il est C'est encore pas que dedans. c'est Lui, il est très encore calme. dedans. Ah ben Aziz aussi, tu es encore dedans. Vous deux là, enfin, au final, on est 6. Et j'ai pas tilté qu'il n'y a que 2 personnes qui sont encore salariées dans des boîtes de conseil. Donc vous pouvez voir ça. Ben ouais, bah Ça, ouais. c'est très Donc ça, calme. ouais, d'accord, c'est très calme. Donc tu es en train de dire aussi que ça s'aligne sur la feuille de route de Salesforce. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelques mois, quand ils ont lancé Data Cloud, tout d'un coup, tu avais les partenaires qui étaient en mode très très fiers. Oui, pour ce mois-ci, on a eu 10 certifications Data Cloud, c'est trop bien parce qu'on on le veut. Tu es en train de dire qu'il y a. En fait, c'est pour dragouiller Salesforce, ça, c'est pas forcément pour avoir des projets. C'est exactement ça, hein. De toute façon, après, c'est Ah, je plus ou moins savais pas. assumé en fonction des USN. Bah, Plus ou moins assumé. Pas de blanc, tu c'est vois. voilà, tu as besoin d'avoir les certifications pour te lancer sur les projets. Oui, Si par exemple dans ton équipe, tu n'as pas d'expert marketing cloud et tu veux te lancer sur un projet marketing cloud, bah, Salesforce va te dire bah, non, c'est pas possible, on va voir ça avec Talent, où on sait qu'il y a Mohamed Metrio qui est le boss ultime de marketing cloud. Donc c'est ça la vérité, derrière c'est un peu un cercle voilà, qui se renouvelle où bah, il faut des certifications. Les certifications, c'est censé prouver que tu as une expertise sur un cloud donné. Et vu qu'on est sur une segmentation avec des choses qui sont précises à chaque fois, CRMA, Marketing Cloud, CPQ, Revenu Cloud, maintenant, une ESN se doit d'être certifiée sur à peu près toutes les plateformes pour avoir la chance de pouvoir récupérer des projets. Et il y a aussi, en 2024, c'était l'année des rachats. L'année des Ah rachats, ouais. on a vu des dizaines d'ESN de petite taille, 20, 30 personnes, peut-être un peu moins des fois, se faire racheter par des grands groupes. Levana by SQLI, Ecom Cloud by KPMG, Manao, Manao. ils se sont fait racheter par qui déjà, Manao? Inetum, exactement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a Salesforce aussi derrière, qui est un peu à la barre sur le sujet, parce qu'il y avait trop d'intégrateurs, trop de disparités sur la façon de traiter les projets, avec peut-être des équipes qui les pilotaient plus ou moins bien. Et là, l'idée, c'était d'avoir une harmonisation, d'avoir plus de gros partenaires, moins faire du bricolage avec un partenaire ABC sur un projet. C'était vraiment la tendance 2024, les rachats dans tous les sens. ouais, mais les grosses boîtes, on n'est pas à l'abri du bricolage, hein, les gars. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas les pires, justement? Parce que justement, je suis gros, c'est bon, je suis installé. On n'en aura pas de nom. T'inquiète, les petits, ils vont faire la TMA derrière. Non, je suis pas aigri du monde Et, du conseil, là. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est un balèze. Non, et Théo, toi, quand tu as une position voilà, d'externe, de freelance, etc., sur les projets sur lesquels tu vas travailler, est-ce que tu es toujours en partenariat avec des grosses ESN? C'est plutôt des petites? C'était quoi un peu, toi, ton ressenti par rapport à ça? En fait, ça dépend des clients. En effet, il y a des clients, il faut être porté par eux. Typiquement, j'avais eu Apicil comme client et donc bah, c'est une grosse boîte et donc tu es obligé de passer par un plus gros cabinet qui a déjà un pied dans la boîte. Mais sinon, la plupart des autres, après moi je travaille pas avec des grands groupes du CAC 40 forcément, je suis une petite structure, mais sur les autres, j'ai pas besoin de passer par une ESN et c'est même mieux sur certains aspects. Et même des fois, j'ai eu des propositions de mission après des grosses ESN qui sont passées, qui ont fait de la merde, qui ont foiré le projet et ils essayaient de reconstituer une équipe. Ils se sont rajoutés, hein, mais ça existe aussi. On veut des Et, noms. et non, et je rejoignais aussi ce que disait Mohamed Bentriou tout à l'heure. Pour les juniors, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. En effet, parce que j'ai accompagné quelqu'un que je connais bien qui voulait se reconvertir à la mauvaise période, on va dire peut-être, parce que c'était l'année dernière qu'il a commencé à faire cette démarche-là. Et donc j'ai essayé de l'accompagner sur voilà comment tu peux facilement monter en compétences et valoriser ton CV auprès de grandes boîtes. Et en fait, ouais, il y a pas mal de complexité à une première embauche, malgré qu'il a un profil très intéressant puisqu'il a été directeur pédagogique d'Epitech. Donc il a fait des choses assez intéressantes. Donc pour être en frontal avec des clients, c'est un profil vraiment compétent. Mais en gros, voilà, il a passé 2 certifs et ça passera pas plus loin que ça pour le moment puisque bah, il recrute pas. Voilà, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils cherchent des seniors, au moins 3 à 5 ans d'expérience. Je sais pas si tu confirmes ça, Clément, mais Ouais, clairement beaucoup plus difficile pour les juniors. Et c'est pour ça que souvent en début de carrière, on voit une espèce de course à la certification. Parce que c'est très difficile pour un junior d'être légitime dès le départ sur un projet.
Donc, qu'est-ce qu'a un junior pour pouvoir montrer, et les gars, je suis pas junior, la seule voie, en fait, c'est les certifications. Donc, c'est pas rare qu'on voit des gars avec peut-être 1 ou 2 ans d'expérience, peut-être même moins que ça des fois, avec 5 ou 6 certifs. Derrière, pour moi, il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'intensité. Les certifs, ça prend du temps, c'est pas facile. Si tu les fais correctement, bien sûr, il y a des sets de questions, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais si tu fais bien les certifs et tu passes bien tes super badges, c'est censé te prendre beaucoup de temps. Tu as des trucs de 4, 50, 60 heures. C'est pas le développeur du dimanche qui fait ça juste pour s'amuser, qui veut passer une certification. Et c'est vrai que les juniors, très souvent, ils n'ont pas le choix aujourd'hui pour essayer de trouver la première opportunité d'être hyper certifié, être blindé en certif. Donc c'est un peu la dérive du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui les certifs viennent vraiment témoigner d'une expertise précise sur un sujet, ou est-ce que c'est comme avoir un master en 2025, il faut absolument avoir un master parce que tout le monde l'a. Et que si je l'ai pas, de suite je suis entre guillemets moins pertinent par rapport à une autre candidature. Donc c'est un peu la Ouais. complexité qu'il y a, et pense- côté malheureusement junior, c'était très chaud cette année. Bon, Je ouais, pense je vais que pas c'est dire un peu les féliciter, certifs. mais ouais. Ah, ouais. Je voulais Parce juste, que- dépend des certifs. avant de pardon. partir sur les certifs, donner un petit espoir pour les juniors. Ah Parce oui. que là, c'était. Pour les juniors, il y a vraiment en 2025, je balance prédiction. Il y a une opportunité, si vous voulez être focus et en faire une force. Il y a la peur de l'IA qui va venir s'installer, etc. Mais c'est une opportunité dans ces craintes-là. Et il faut y aller. Vraiment, message aux juniors. Partez sur une base admin et focus sur l'IA, boîte de service, parce que la Jeune Force s'est fait vraiment tailler pour les boîtes de service, pour le gain de temps, etc. Et à fond, quoi. Et cravacher. L'assertif, c'est bien et il le faut malheureusement quand tu es junior, mais il faut vraiment s'entraîner sur des cas fictifs ou lire beaucoup, se former, et vraiment appuyer sur ce sujet de formation pour les juniors en tout cas. Et pas avoir peur. Et pour compléter aussi, Mohamed, tu l'as bien dit, sans faire ta pub aussi directement, mais toi, en tant qu'organisme aussi de formation, tu as mis à Pas dispo promo. des ressources. C'est important de le dire, tu vois, de dire Vas-y, lâche qu'aujourd'hui, lâche ton code de promo, vas-y. Le créateur. clairement, non, mais on peut le dire, hein, on peut le citer, hein, c'est pas un gros 50% de mot, réduction pendant 24 heures. mais et aujourd'hui, tout est dispo, tu vois, en ligne. Donc en fait, OK, t'es junior, OK, tu vas avoir des barrières à l'entrée, ça c'est normal. Par contre, tu peux te former toi-même, tu as des choses qui sont à dispo, tu as du Trello, tu as des environnements, et plutôt que de bûcher, tu vois, une doc bêtement, méchamment, tu peux, comme tu l'as bien rappelé, Mohamed, faire des petits projets, t'entraîner et mettre en avant ça, tu vois, sur ton CV. Moi, personnellement, je préfère quelqu'un qui vient, qui dit, bah voilà, j'ai fait tel projet, voilà telle complexité que j'ai eu, et qui explique un peu comment est-ce qu'il a fonctionné dans la mise en place du projet, comment est-ce qu'il a euh, pu contourner entre guillemets des obstacles, etc. Quelqu'un qui vienne et qui dise ouais, j'ai été 3 mois en formation, j'ai 10 certifs, Ouais. mais qui a pas de contexte, tu vois, projet. Et c'est ça que je donne à ceux qui veulent des conseils. Tu veux ce poste, il va falloir souffrir et travailler pour. Si tu es face à un Clément Hawker, il te pose des questions. Tu dis, attends, je me connecte à mon org que j'ai fait spécialement. Clément, tu le charmes. Mais les gars, mais comment Non, vous mais voulez, c'est un justement, mais super point, ça. comment, comment justement, là, en fait, on tourne en rond parce que souvent les gens ils disent, ouais, mais ok, j'ai l'expérience, tu vois, c'est comment tu peux avoir cette expérience? Et ça, c'est tous les métiers confondus, en fait, c'est tous les postes, c'est comment gagner de l'expérience parce que personne ne veut me recruter, mais il faut de l'expérience pour commencer. J'ai l'impression En fait, qu'effectivement, il y a... peut-être, ouais, dans Salesforce, peut-être, on a l'occasion de c'est certif pour vous gratter un petit peu, ouais, on dirait. Mais en vrai, je dirais que il faut se rapprocher un peu de la logique d'un développeur pour ça, en étant junior. Par exemple, souvent les développeurs, les morts du développement, ceux qui sont vraiment hyper passionnés par ça, ils vont travailler sur des projets perso en début de carrière. Ils font plein de projets perso. Donc ça va être par exemple créer un jeu sur Unity en dev, ça peut être, je sais pas, créer un serveur Minecraft, peu importe. Tout ça, en fait, heu, peut-être que c'est pas forcément une vraie XP telle qu'on peut l'imaginer dans une entreprise, mais c'est quand même un projet. Moi, si je me mets à la place d'un junior aujourd'hui sur Salesforce, la première chose que je ferais,
c'est essayer de documenter un projet sur lequel je travaille, un projet perso. Par exemple, ça peut être créer une sandbox et faire changer les objets custom, enfin mettre des objets custom. Ça peut Et être, j'ai fait ce flow, comment je l'ai fait? Et l'expliquer, concrètement l'enregistrer était voilà mon choix de faire, d'être junior et de commencer une carrière sur Salesforce. Je le publierai sur LinkedIn. Vraiment, je ferai des vidéos tuto en expliquant ma pensée, et cetera. Carrément. et qu'est-ce Et que tu c'est là penses où tu lâches ta des formation, des comment super se faire badges? connaître sur LinkedIn. Non, pas de formation. Mais vas-y Théo, tu allais dire un truc, super Non, intéressant. je disais en gros les super badges, c'est un peu des mini projets. Est-ce que toi tu valorises, ce genre de mini projets où en gros c'est un peu plus, pratique que théorique dans un dossier? Sincèrement, tu fais un super badge, ceux qui font des super badges, ils savent à quel point ça peut être compliqué. Des super badges, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai loupé plein et j'ai pas réussi à en finir un. Voilà, j'ai pas votre skill set sur Ouais. sur Salesforce, mais ce que je peux dire, c'est que les premiers que j'ai faits, je me suis cassé les dents dessus parce que, il y a pas vraiment de notice. Tu es obligé de tout faire toi-même, tu es obligé d'aller chercher les solutions, obligé de t'adresser à la communauté et c'est pas facile. Concrètement, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que ces super badges, ils sont pas forcément, hyper valorisés, étant donné ce que ça représente. Ouais, Et je contrairement aux pense que le certifs. problème vient pas forcément, contrairement aux certifs. Tu vois? Personnellement, je trouve qu'un super badge devrait être 2 à 3 fois plus valorisé qu'une certif. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Ça mais c'est dépend lesquels de ouais, mais certifs, bien c'est sûr. gratuit, donc ça rapporte pas Ouais, d'argent. heu, Voilà. non, mais c'est vrai. Je suis désolé de casser l'ambiance à chaque fois, mais là, on en vient là. Mais après, Ou je suis peut-être d'accord Ouais, dans ce que tu dis, peut-être parce le que là, mettre en c'est, prérequis, tu vois? Ça peut être un ouais. prérequis au ah, passage de pas certains Ouais, trucs en termes mais de sur certaines certifs, ils le demandent, non? Je crois qu'il y a certaines certifs, tu es obligé d'avoir le super badge qui est validé. Je crois Ah que ouais? c'est les certifs d'architecture notamment. Il me semble que tu es OK. obligé pour passer je sais plus si c'est Sharing Visibility ou peu importe, tu es obligé de valider le super badge. Donc ça, je trouve que c'est smart en vrai, c'est bien. Après de toute façon maintenant pour réviser les certifs, enfin je sais pas comment vous faites vous, mais moi je me tape tout le trailer de, théorique et généralement dedans ils incluent quelques super badges, pour valider la chose. Après c'est pour essayer de vraiment comprendre le sujet et c'était pour rebondir sur ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce que tu disais. Moi pour moi il y avait 2 types de certifs. Il y avait les certifs qu'il faut passer parce que tout le monde la passe et des certifs qui ont, elles, une vraie, valeur ajoutée et qui t'évaluent vraiment et te sanctionnent. Typiquement, il y en a une que j'ai ratée plusieurs fois et que j'ai toujours pas. C'est, Hyper Automation. Personne la connaît, pas sûr qu'elle soit, forcément, J'ai jamais très entendu. mise en avant. Bah, en fait, C'est via Mulsoft, non? c'est ouais, voilà, ça va être beaucoup de MuleSoft, des flows, Flow OK. Orchestrator. En gros, c'est comment, et quelle solution, d'automatisation est à prioriser en fonction de telle ou telle situation et en fait, la certif est, OK. ultra complexe parce que bon, MuleSoft, c'est plus dur à réviser parce que, c'est pas comme Salesforce, il y a pas de, Mmh. qu'on appelle ça y a de pas de sandbox qui te sandbox. mettent à disposition donc tu te bouffes la théorie et très peu de pratique. Mais voilà, celle-là pour le coup, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait, de la matière. Comment, à bon, enfin on va casser, hein, mais AI spécialiste ou les trucs un peu plus simples comme ça, enfin tout le monde la passe donc c'est normal aussi Ah que ça soit un non, peu plus alors simple mais spécialiste, non, spécialiste, elle est difficile, c'est C'est associate spécialiste, elle est plus qui est dure. facile. Associate, Associate, les je l'ai gars, je passé en sais pas 13 ce que vous minutes, avez fait pour réviser, mais ouais, voilà. Sans révision, tu la passes. Associé, c'était torché en 1 heure, hein. Voilà, Voilà, pour Ouais, faire clairement, modestie. c'est là, clairement. ouais, j'ai rien à faire là, j'ai 1 heure à tuer, vas-y, je vais faire une certif. mais ouais. Mais je suis d'accord, hein. Sincèrement, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est dommage qu'on le valorise pas plus que ça et malheureusement, c'est pas un critère de sélection côté entreprise. En fait, le problème derrière tout ça, c'est que, je trouve que côté recrutement, on met pas le doigt là où il faudrait qu'on le mette. On n'appuie pas là où c'est censé être utile. Je rêverais côté recrutement de pouvoir recruter quelqu'un uniquement sur soft skills parce que je trouve qu'il a une super perso, parce qu'il met beaucoup d'intensité, parce qu'on sent que le gars est motivé. Je rêverais de pouvoir faire ça. Mais complètement en face, côté client, bah non. Il nous faut du junior, il nous faut du senior, il nous faut du couteau suisse, il nous faut la fameuse phrase le mouton à 5 pattes avec un petit rire après pour faire passer l'addition. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que dans les faits, à chaque fois, on est obligé de se battre pour trouver des personnes euh, qui ont une expertise hyper, hyper niche, mais c'est pas forcément la bonne personne pour le poste. Des fois, on a des gens qui ont beaucoup plus de social skills et qui, pour moi, c'est la clé numéro 1 à avoir quand tu fais du recrutement. Et on préfère que la partie technique, des fois. Et je trouve ça dommage. Et je pense que l'idée, ça serait de faire un shift par rapport à ça, par rapport à ce qui est vraiment important
pour changer radicalement le recrutement et se dire que on peut prendre un junior. Là, tu Aujourd'hui, les parles L'IA bien. entreprises va, ne prennent pas de junior. justement, Là, l'IA tu va parles nous bien aider. de. L'IA Ouais, va nous pousser au soft skill, en fait. Clairement. Ouais. mais là, tu Ouais. parles bien de recrutement en cap de conseil. Alors en fait, cabinet conseil, même client final, aujourd'hui, pour regarder les offres d'emploi, il y en a combien consultants junior Salesforce? Il doit y en avoir une qui se bat en duel avec elle-même, concrètement. Je pense Ça même n'existe que pas. je pourrais confirmer que non, mais il m'arrive de jeter un œil une fois par semaine, mais je ne vois plus du tout, quasiment plus de postes d'administrateur. Oui, j'allais en En venir. fait, la vérité Sûr. derrière le poste d'administrateur, ce qui est, en fait, on considère l'administrateur comme vraiment le bottom de la carrière sur Salesforce. Concrètement, on ne vend pas le job d'administrateur comme quelque chose où on peut faire carrière ou qui a vraiment une vraie utilité. Donc souvent, le job d'administrateur, il est squeezé et on En met France, plutôt ouais. un consultant technico-fonctionnel. Mais c'était le Ça, cas avant. c'est typique. Ouais, mais c'est lié au marché français, voire européen, parce que quand on regarde ce qui se passe Ouais. aux States, justement, ils mettent beaucoup en avant ce truc-là. Après, le marché n'est pas le même, ça, c'est beaucoup plus grand, et forcément, solution maison, il y a beaucoup plus de boîtes qui ont adopté Salesforce. Au final, il faut les maintenir, ces orgues. Donc, ils mettent Alors, beaucoup ce Plus truc-là un en moi, j'ai avant. rôle juste une qu'un remarque job, sur ouais. ça, sur la partie admin, parce que moi, je suis en plein dedans sur cette question. Je trouve bizarre que tu as Salesforce, qui est la colonne vertébrale de ta boîte pour piloter ta boîte, avec la donnée en temps réel, etc. Et qu'en interne, tu vas dépendre d'une ESN, d'un cabinet extérieur, alors que si tu fais évoluer quelqu'un au sein de ta boîte, vraiment, peu importe le poste, et qui aimerait avoir ça, je lui propose à 100% admin, ou peu importe le staffing, mais c'est pépite d'avoir une personne comme ça au sein de la boîte pour gérer des choses que, au lieu de passer, bon, les cabinets d'expertise vont me cracher dessus, mais tu vois, c'est même un cabinet d'expertise, au moins tu viens, c'est pas une usine à gaz. Il y a un gars, il connaît, tu dis, bah, tu fais ça et tout. C'est beaucoup plus logique, comme les Américains font, comme tu l'as dit, alors qu'en France, c'est pas encore ancré au sein des boîtes. Et ça, c'est bizarre, toi. Mais tu vois, pour répondre aussi sur le sujet il y a de moins en moins d'offres, je pense que c'est d'abord parce que c'est plus devenu un rôle qu'un job à part entière. Tu as le rôle d'admin en plus d'autres fonctions dans l'entreprise. Et Théo, tu parlais d'Apicil. Moi, je me souviens de l'époque où j'ai rejoint le compte en interne. Il y avait une forte volonté des équipes d'internaliser en tout cas des ressources clés. Donc, tu vois, ils ont des administrateurs, même s'ils font pas forcément ce que des intégrateurs vont faire. Mais tu vois, ils ont essayé de structurer leurs activités pour dire, bah, on va peut-être gérer nos releases avec des releases majeures, des releases mineures. Les releases mineures, on les gère en interne. Les releases majeures avec des gros développements sur des compétences qu'on n'a pas, on l'externalise, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a quand même cette volonté en interne de récupérer en tout cas les compétences et on voit de plus en plus d'offres qui sont publiées par des clients finaux, chose que moi, à l'époque, je voyais pas trop. Mais à côté de ça, tu as toujours les intégrateurs qui vont porter, tu vois, des développements très spécifiques, etc. Donc, tu as quand même cette volonté, je trouve, d'internaliser et d'avoir des compétences en interne, même si c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, côté client, tu vois. Ils ont moins de ressources mises à dispo par Salesforce. Pour se former, on va pas se mentir. Partenaire, tu as un partenaire Learning Camp, tu as un partenariat avec quelqu'un des alliances qui pilote un peu. Côté client, tu es client de la solution, tu consommes, mais derrière, est-ce que tu as le temps pour te former dans ton quotidien? Je sais que moi, j'ai plus galéré à me former quand j'étais interne que quand j'étais Clairement. en prépa. Et il n'y a pas vraiment de budget pour ça. En fait, le souci, c'est qu'il y a souvent, il n'y a pas de budget. C'est pour ça quand un candidat nous dit, bah voilà, je suis côté client final, première chose qu'il va nous poser en termes de questions aussi, c'est côté formation. Qu'est-ce qu'il y a qui est mis en place pour continuer ma montée en compétences? Parce que mettons que l'expert Salesforce qui vient de se faire recruter, il rejoint un client final. Le client final, il n'a peut-être pas forcément d'équipe. Comment il fait pour continuer sa montée en compétences si ce n'est par son propre vouloir en temps perso chez lui? Bah, concrètement, les 3 quarts du temps, quasiment 100% du temps, le client final n'injecte pas dans la formation et la montée en compétence de ses propres équipes. Et des fois, on préfère même faire un recrutement, pas mettre en place les choses pour que cette personne reste, la personne part et refaire un recrutement qui coûte de l'argent derrière. Il y a un gros problème en France, je dirais, autour du turnover et de la faculté qu'ont les entreprises à pouvoir garder et à investir sur leurs employés. Et les cas où j'ai eu des clients qui me disaient
bah tiens, j'ai fait un recrutement, 1 an plus tard, il est parti, on a repris quelqu'un, 10 K plus cher, alors que bah, la solution, elle était peut-être d'en poser la question au gars que vous avez recruté. Est-ce qu'il se sent bien sur son poste? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation si ça se passe pas bien? Est-ce qu'on le paye assez, etc. Donc, il y a vraiment un sujet aussi sur comment on fait pour garder les gens à leur place et comment on les motive sur les next steps. Et je trouve qu'en France, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de turnover et peu, en fait, comment dire, de possibilités de vraiment se former, de monter en compétences quand tu passes côté client final. C'est très difficile. Sauf si un gars, il vient, il se pointe, il crée un organisme de formation et tout. Merci à tous. Les Pour gars, votre participation, franchement, les chacune gars, de vos interventions était très, très intéressante. J'étais très attentif. Vraiment, merci à vous. Bah, merci à vous les gars pour l'invitation, c'est toujours un Merci à plaisir vous. et puis ouais, au plaisir de remettre ça quand vous voulez. Ça bah, marche. merci à tous. Merci à Merci, tous. allez, à toutes.